Pour découvrir l'accident qui prend la 10e place du classement, direction l'Ukraine, où un meeting aérien a viré au drame en 2002. Depuis plusieurs décennies, les meetings aériens font partie des manifestations les plus populaires. Chaque année, des millions de spectateurs se rendent dans les bases aériennes du monde entier pour s'émerveiller devant les compétences des pilotes. Mais face aux acrobaties de leurs avions, on oublie souvent que le danger peut survenir à n'importe quel moment. Le samedi 27 juillet 2002, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées pour le meeting aérien annuel de Skhinliv, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'une des attractions les plus attendues est celle de 2 pilotes de l'armée ukrainienne à bord d'un Sukhoi Su-27. Après plusieurs acrobaties, les pilotes tentent une manœuvre baptisée Split S. Cette figure d'attaque mythique du combat aérien permet un changement de cap ultra rapide. Le principe, lancé à pleine vitesse, l'avion fait un demi-tonneau pour partir en piqué vers le sol. Il se retrouve alors sur le dos, en vol dit inversé. Mais ce jour-là, les 2 pilotes vont perdre le contrôle de leur avion, qui va s'écraser au sol. Les pilotes auront le temps de s'éjecter juste avant que leur avion de 17 tonnes s'écrase sur le tarmac à plus de 160 km/h. Le Sukhoi va d'abord heurter plusieurs avions qui sont au sol avant qu'explose son réservoir de kérosène. Les spectateurs qui étaient sur sa trajectoire vont être fauchés. D'autres seront percutés par des débris de l'explosion. Le carnage a été total. Les pilotes sont sortis indemnes de la catastrophe. Selon leur défense, le plan de vol qu'ils avaient reçu avant la performance ne correspondait pas à la réalité. Et leur demande d'une répétition avant le meeting aérien avait été rejetée par les organisateurs. Mais malgré ça, la justice les reconnaîtra coupables du crash. Le bilan de la catastrophe de Skhinliv est dramatique. En quelques secondes, le crash du Sukhoi 27 a tué 77 spectateurs, dont 28 enfants, et fait plus de 500 blessés. Il s'agit de l'accident de meeting aérien le plus meurtrier de l'histoire. La probabilité de subir un accident d'avion est aujourd'hui de 1 chance sur 2 millions. Un événement incroyablement rare. C'est pourquoi lorsqu'un avion s'écrase, la nouvelle fait immédiatement le tour du monde. Des reporters de toutes les nationalités se rendent sur place pour annoncer le bilan des victimes et tenter de capturer la moindre image en lien avec le crash. C'est ce qui s'est passé lors de la catastrophe qui prend la 9e place de notre classement. Pour la découvrir, direction la Malaisie et l'océan Indien, où a mystérieusement disparu le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Nous sommes le 8 mars 2014. Un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. À son bord, 239 personnes. Destination Pékin. Mais très vite, quelque chose tourne mal. Moins d'1 heure après le décollage, le contact radio est perdu.
L'avion semble voler de manière erratique à une vitesse de 800 km/h dans la direction opposée à celle de son plan de vol initial. Son signal disparaît des écrans radars qui surveillent les vols commerciaux. Une heure plus tard, il disparaît également des radars militaires. Il ne réapparaîtra plus jamais. Quelques heures plus tard, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines fait la une de tous les journaux. Le monde entier retient son souffle en attendant de savoir ce qui a bien pu arriver. Pour les experts, aucun doute possible. L'avion s'est écrasé en mer et toutes les personnes présentes à bord ont été tuées. Mais en l'absence de preuves définitives du crash, certains continuent d'espérer. L'avion aurait-il pu atterrir sur l'une des milliers d'îles inhabitées de la région ou sur une piste abandonnée dans la jungle? Mais ce jour-là, les transpondeurs de l'avion qui communiquent habituellement automatiquement avec les radars au sol n'ont pas fonctionné ou ont été mystérieusement éteints. Pour reconstituer l'accident, les enquêteurs se tournent alors vers les satellites qui reçoivent des informations régulières de chaque avion au cours de son vol. Sur la base d'une analyse de ces informations, les experts parviennent alors à extrapoler la trajectoire du MH370 après sa disparition des écrans radars. L'avion aurait ainsi viré vers le sud. Il aurait ensuite maintenu son cap pendant 6 heures avant d'épuiser toutes ses ressources de carburant et de s'écraser en pleine mer. Avec le peu de données dont il dispose, les autorités parviennent à définir une zone de recherche de 4 600 000 km², quasiment la moitié de la surface de la Chine. Impossible pour eux de retrouver quoi que ce soit. Un an après la disparition du vol, une partie de l'aile s'échoue sur le rivage de l'île de la Réunion, à plus de 3000 km de distance de la zone de recherche. La première preuve physique que l'avion s'est bien crashé en mer. D'autres pièces seront retrouvées plus tard, mais aucune qui permettra aux enquêteurs d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. À moins que l'avion ne soit retrouvé un jour, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines restera à la fois l'une des plus grandes tragédies et l'un des plus grands mystères de l'histoire du transport aérien. Certains disent qu'il n'aurait jamais dû être construit, mais on ne peut qu'admirer l'exploit qui va être réalisé aujourd'hui. Si ce vol est un succès, il faudra ensuite prouver que les avions supersoniques peuvent être rentables pour voyager dans le monde entier. Après l'Asie, direction à présent la France pour découvrir l'accident aérien qui prend la 8e place du classement. Un crash survenu au-dessus de Paris en 2000 et qui a entraîné la fin de l'un des appareils les plus innovants de toute l'histoire de l'aviation. Now, up toward the skies, the white bird of tomorrow. 21 janvier 1976, le transport aérien entre dans l'ère des vols supersoniques. Un tout nouvel avion, développé conjointement par la France et l'Angleterre, voit le jour après 20 ans de travail acharné, le Concorde. Un appareil hors norme, capable de transporter ses passagers à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Son seul concurrent sur le marché, le Tupolev 144 russe, sera définitivement abandonné en 1977 après avoir subi 2 accidents en l'espace d'1 an. Les caractéristiques du Concorde sont sans égal. Le Boeing 747, lancé en 1969, vole à 11 500 mètres d'altitude et met un peu plus de 7 heures pour relier Londres à New York. Le Concorde, lui, vole 6000 mètres au-dessus et atteint Mach 2, soit la vitesse vertigineuse de 2175 km/h. Avec le Concorde, la durée d'un vol transatlantique descend à peine 3h30. Une merveille d'ingénierie qui, à l'époque, fait la fierté de toute l'Europe. Pendant plus de 20 ans, le Concorde va rester à la pointe de la technologie aéronautique, transportant des dizaines de milliers de passagers.
Mais cette réussite, symbole de la capacité d'innovation des hommes, va subir un coup d'arrêt qui lui sera fatal. Nous sommes le 25 juillet 2000. Le vol Air France 4590 quitte l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, direction New York. Mais alors que l'appareil accélère sur la piste de décollage, il heurte une minuscule bande de métal perdue par le DC-10 du vol 55 de la Continental Airlines qui vient de quitter le sol parisien quelques minutes auparavant. L'un des énormes pneus du Concorde explose et des débris s'engouffrent directement dans le réservoir de carburant placé sous l'aile de l'avion. Déjà lancé à trop grande vitesse, l'avion ne peut pas couper les gaz et les pilotes sont obligés de continuer la procédure de décollage. Mais alors que l'avion vient juste de quitter le sol, les flammes ont déjà gagné la queue de l'appareil. Les pilotes coupent immédiatement les moteurs gauches qui ont pris feu, mais les moteurs droits ne sont pas assez puissants pour que l'avion continue à prendre de l'altitude. Moins de 2 minutes après le décollage, l'avion décroche, s'incline vers la gauche et s'écrase sur un hôtel situé à 8 km de la piste de décollage.